Salut les auditrices, salut les auditeurs, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast, un épisode qu'on va enregistrer à 3 autour de mon petit écran Skype, on enregistre une fois de plus à distance. Et bien je retrouve, et vous avez l'habitude de l'entendre, le co-créateur du podcast de Nakan, c'est Hermano. Hermano, salut, comment vas-tu ? Salut Greg, et salut cher invité, je vais très bien, salut chères auditrices, chers auditeurs. On est un peu pris par le temps, alors je te laisse continuer l'introduction pour présenter notre invité, pour représenter notre invité qui revient nous faire un petit coucou dans le podcast. Bah oui, parce que c'est un invité qu'on avait reçu en toute fin de saison 1, il nous avait parlé d'entraînement et notamment d'entraînement trail, et puis à la fin de cet épisode, il avait fait un petit appel auprès des auditeurs parce qu'il se lançait dans un projet qui consistait à rechercher des personnes sédentaires qui souhaitaient éventuellement se mettre au marathon, mais qui avaient aucune idée d'entraînement de course à pied, qui était pas du tout des sportifs. Et les saisons de Nakan ont continué à dérouler. Et puis notre invité, il a fait vivre son projet. Il a été au bout de la démarche. Cet invité, c'est Pierre Morat. Pierre, bienvenue à nouveau dans le podcast. Merci. Bonjour à tous. Donc ce projet, on le disait, tu faisais un appel à candidature pour des participants sédentaires qui souhaitaient se lancer dans le marathon, mais qui n'avaient aucune espèce d'idée de savoir comment on s'entraînait, comment on courait, etc. Et toi, en fait, ton défi dans ce challenge-là, c'était de faire de personnes sédentaires des marathoniens en 6 mois. Ce projet, il s'est déroulé sur le format en fait d'une espèce de série télévisée de plusieurs épisodes, au cours desquels on découvre les personnes que tu as sélectionnées pour ce projet-là, et puis on les voit évoluer dans leur entraînement et dans leur progression vers le marathon. La première chose qu'on peut dire et qui frappe quand on regarde le déroulement de cette série qui s'appelle Marathon sans fin, qui a été diffusée sur la plateforme RTS, donc la télévision suisse romande, donc suisse francophone, c'est que cette aventure, elle a commencé juste avant l'épidémie de Covid, et puis forcément ça a pas mal bouleversé les plans de ce projet. Donc peut-être juste avant de parler exactement du déroulement de ce projet, est-ce que tu arrives à nous faire un tout petit retour d'expérience sur cet impact qu'a eu la pandémie de Covid sur le déroulement du projet, et puis les challenges que ça a pu poser d'un point de vue organisationnel quand on tourne une série, et puis aussi d'un point de vue purement sportif? Alors déjà, pour fixer un peu le décor et teaser un peu la chose, il faut savoir que c'est parti d'un pari avec mon caméraman et néanmoins ami Thomas, à qui j'ai dit qu'une personne qui était bien encadrée, même complètement sédentaire, elle pouvait terminer, bien sûr à son rythme, mais terminer après 6 mois de préparation un marathon de 42 km. Donc c'est un pitch qu'on a posé à la télévision suisse romande. On a réussi à obtenir le feu vert sur 40 autres projets. Ça a vraiment plu. On a eu 540 candidatures après avoir lancé le casting, et sur 540, on a pris 5 vraiment nuls, entre guillemets. C'était du marathon et de la course à pied, des gens qui n'avaient jamais couru. Tu veux dire des amateurs complets ? Tu veux dire des amateurs complets, c'est ça ? Des amateurs complets dans le sens où qui en plus avaient même des handicaps, entre guillemets, qu'ils soient physiques, qu'ils soient maladifs, qu'ils soient psychologiques, forts par rapport à tout ça. L'idée, c'était vraiment de se mettre en difficulté, de sortir de sa zone de confort pour essayer de démontrer que c'était possible. Donc ces 5 personnes, on a commencé un petit peu au début de l'année 2020, enfin au début du printemps 2020, à travailler ensemble cette préparation. Et puis le Covid est arrivé là. Il faut savoir que l'objectif du marathon, c'était pas n'importe quel marathon. Après 6 mois, c'était New York. La mecque du marathon, la cerise sur le gâteau, pour eux, c'était New York. Et bien sûr, très vite, on a été confrontés aux limites liées au Covid, mais aussi très très vite, après 2 mois seulement, à l'annulation pure et simple du marathon de New York en raison de la crise sanitaire. Et donc ça, effectivement, ça a bouleversé les choses. On le voit dans la série, parce que c'est quasiment un des éléments clés, un des ressorts dramatiques de la série, c'est-à-dire que non seulement New York a été abandonné, donc ce rêve new-yorkais qui était quand même une grosse cerise sur le gâteau, une grosse motivation particulière pour eux, il est tombé à l'eau dès le mois de juin, sauf erreur. Et surtout,
il a été très très difficile de trouver un marathon de remplacement. Tous s'annulaient les uns après les autres. On a d'abord pensé à Florence, on a pensé à plein de marathons. Et finalement, on n'a plus eu aucun marathon possible à organiser ou à trouver à l'automne. Donc l'expérience a dû se prolonger encore quelques mois. Des athlètes, enfin des coureurs du team ont chopé le Covid, il y a eu des blessures, il y a eu des coups de mou, des coups de blues, etc. Bref, ça a tout compliqué. Ouais, et effectivement, comme tu le dis, hein, c'est vraiment un des aspects centraux quand on voit cette série. Effectivement, bah, ça fait un petit peu partie du jeu. Je me souviens qu'à un des moments, il y a un ou une des participantes qui dit, a posteriori, en fait, cette expérience, au lieu de durer 6 mois, elle a duré un peu plus de 9 mois, une année. Et peut-être que l'ambiance au sein de ces participants et la cohésion de groupe aurait pas été la même si ça avait terminé vraiment 6 mois après. Ils se sont peut-être sentis plus unis les uns avec les autres, vu que l'expérience s'est prolongée et puis vu qu'il y a eu ces challenges supplémentaires à surmonter. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi tu as ressenti et quelque chose que l'équipe de tournage a ressenti aussi? Alors c'était un peu à double tranchant parce qu'effectivement ça a resserré les liens, surtout dans les périodes de difficulté, et Dieu sait s'il y en a eu, mais en même temps ça a sans arrêt repoussé un petit peu l'échéance. Et c'était très épuisant parce qu'on avait très peu de visibilité sur l'objectif final. Et puis, il faut savoir que cet encadrement, il est très, très lourd, surtout s'il y a des problèmes de genre ou d'autres genres qui interviennent. Donc, au final, effectivement, ça a duré, je crois, à peu près 11 mois de préparation. Mais finalement, en termes d'entraînement pur, il n'y a pas eu beaucoup plus que 6-7 mois, parce qu'il y a eu des arrêts à un moment donné à cause du Covid, à cause de la maladie chez certains. Et du coup, ça s'est échelonné sur 12 mois. Et tu as raison de dire que finalement, ça a renforcé la solidarité et les liens entre tous, que ce soit l'équipe du film ou l'équipe des participants. Juste une question peut-être d'aspect technique et plus vraiment sportive. Comment est-ce qu'on vend un projet comme ça à la RTS, donc à la radio-télévision suisse, et comment est-ce qu'on l'aborde quand justement il y a cette crise du Covid qui arrive? Alors évidemment, elle est arrivée pour tout le monde. Elle n'est pas arrivée uniquement pour l'équipe Marathon sans fin. Donc tout le monde se l'est pris de plein fouet. On se souvient qu'avec Greg, on avait prévu plein de hors-séries sur la préparation à l'Ironman de Thun, etc. Et puis finalement, tout est tombé complètement à l'eau. Donc tout le monde l'a pris de plein fouet. Mais pour toi, en tant que réalisateur de ce documentaire, en tant que coach, en tant qu'intervenant aussi dans l'équipe, comment est-ce qu'on prend ça et comment est-ce qu'on le vend à la RTS? Alors le concept au départ, on l'a vendu effectivement comme un challenge dans une forme de programme qui était conçu pour la télé-réalité, et notre objectif c'était de faire une télé-réalité qui soit intelligente, humaniste et qui soit pas simplement Love Story ou ce genre de trucs, ou les Marseillais ou je sais pas quoi, ce genre de trucs. C'était l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose. Je pense que nos enfants auront les références que nous on n'a plus. Voilà, exactement. Et du coup, donc c'était vraiment ça, ce challenge. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même il y a 5 ou 6 ans, on n'aurait eu aucune chance d'aller au bout de cette aventure du pitch, parce que le sport était vraiment séparé de la culture ou de la télévision, etc. Aujourd'hui, le sport en général, la course à pied, elle touche de près ou de loin, directement ou un peu moins directement, toute la société. Donc finalement, quand on arrive avec ce type de challenge qui en plus touche des personnes, et c'est ce qui finalement, au final, explique le succès colossal de la série. J'entends les gens nous arrêter dans la rue après pour nous dire leur propre expérience, les envies que ça leur a donné. Il y a un pouvoir d'identification à travers ces 5 personnes hyper sédentaires d'une couche si large de la population et de la société qui est immense, parce que finalement, l'équation, elle est la suivante. Chacun rêve un jour de pouvoir faire un exploit sportif, de pouvoir courir peut-être un marathon. Et en même temps, on nous dit depuis 15 ans, 20 ans, un peu moins même, que c'est à la portée de tout le monde aussi, puisqu'il y a 50 000 personnes à New York, dont les derniers arrivent en 7 heures, etc. Et que même les plus sédentaires maintenant s'y mettent, et que les gens voient que ça se passe. Et on vous propose l'histoire intime de 5 de ces personnes, chez qui tout un chacun peut se reconnaître, parmi les pantouflards ou les purs sédentaires de la société qui rêvent de faire du sport, de s'y mettre et de réaliser leur propre exploit à leur niveau. Dès lors, c'est une forme de cocktail explosif. Et la télévision suisse romande l'a
très bien senti et nous ont fait confiance. Après, il y avait bien sûr le casting qui était fondamental. 540 personnes, il ne fallait pas se planter. Il y avait vraiment de tout. On a fait un casting en plusieurs étapes. Et je crois que le casting, c'est 5 personnes. Eric, Sandra, Mélanie, Tania et Sacha. Ce casting est une vraie réussite. Je pense que c'est ce qui fait la force de la série. C'est les personnalités et les profils de ces personnes au final. Mais voilà un petit peu les enjeux et l'équation qui fait qu'on a pu aller jusqu'au bout de cette aventure. Oui, parce que vous avez pu aller jusqu'au bout, malgré encore une fois le Covid, parce que c'était pas une série que vous aviez tournée avant et qu'après vous aviez programmé de diffuser en 2020. C'est vraiment de la télé-réalité, comme tu disais. Vous avez vécu avec ces personnes-là quasiment au jour le jour pour le retransmettre à la télé. Oui, sauf que c'était prévu d'une part de finir plus tôt, donc de diffuser plus tôt, et d'autre part aussi à chaque étape sanitaire, j'aurais tendance à dire, parce qu'on l'a tous vécu, chacun à notre niveau. Il y en a eu beaucoup, pleines de doutes, pleines de nouvelles restrictions subites. Eh bien, à chaque étape, la poursuite de la série, et donc de sa diffusion au final, était menacée. C'est-à-dire qu'à plein de moments, la télévision suisse romande, la production et nous, la réalisation, avons été confrontés à la question de savoir si on annulait purement et simplement le tournage et la série tout entière. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez continué en fait ? Ce qui a fait qu'on a continué, c'est que finalement, il n'y avait pas une urgence absolue de la télévision à diffuser à un moment donné qui était prévu, au moment qui était prévu initialement. Et puis, finalement, c'est un peu nous qui avons sauvé les meubles, parce qu'on était vraiment dans la période la plus sombre du Covid. Et au final, ne trouvant pas de marathon organisé ou officiel pour ses participants, même au printemps 2021, eh bien, on a décidé d'organiser nous-mêmes un marathon surprise pour eux, le Magic Marathon, comme on l'a appelé. Mais eux ont cru jusqu'au bout qu'on leur avait trouvé un marathon officiel. Donc ça va faire une couche nouvelle, à savoir, on leur a dit à la fin, on a trouvé un marathon, vous allez le courir. Et on a fait comme si ce marathon était vraiment un marathon officiel. Malheureusement, on a pu avoir moins de spectateurs pour des raisons de Covid et de participants autour d'eux que ce qui aurait pu être le cas. Mais on en a fait une grande fête et au bout du compte, ils ont fait leur marathon avec des surprises et un contexte différent, mais aussi peut-être encore plus magique par certains aspects que ce qu'il aurait été dans le cadre d'un marathon classique. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Tu dis le casting était primordial. C'est vrai que quand on regarde cette série, il y a un côté très attachant aux personnages, aux membres de ce casting. Et puis, c'est vrai que ça touche n'importe qui. Moi, ça m'a touché parce que moi, j'ai déjà fini des marathons. Je sais ce que c'est que cette souffrance d'aller sur la distance. Je suis aussi passé par la période d'apprentissage où on commence à découvrir les distances longues, etc. Et puis, j'ai regardé aussi cette série avec des personnes qui sont totalement sédentaires et qui s'identifiaient à ce rêve d'aller jusqu'au marathon, comme tu nous le disais tout à l'heure. Donc ça touche vraiment toutes les franges de la population et je pense qu'effectivement, la manière dont vous l'avez tourné, la manière dont vous l'avez réalisé, c'était aussi un succès parce que comme tu dis, c'est de la télé-réalité, on est avec ces personnes-là, mais par contre, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de côté malsain dans ce côté-là et j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien équilibré au niveau de la série. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté où on regarde ça en fait sans être mal à l'aise, mais on s'identifie aux personnes qui sont dans dans l'évolution de leur découverte du marathon. Et puis il y a des cas personnels qui sont aussi des histoires personnelles qui sont extrêmement touchants. Et voilà, on a envie de les voir réussir à la fin. Alors, on va pas dévoiler la fin de la série pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. On parlera peut-être à la fin de l'épisode sur la manière dont pourraient avoir les auditeurs de consulter cette série, même si elle n'est pas diffusée chez eux.
Maintenant, tout ça, on peut s'en rendre compte quand on voit les épisodes. Par contre, il y a un côté dont toi et Ludivine, qui est l'autre coach qui encadre ces personnes-là, dont on parle un petit peu moins dans la série et qu'on voulait un petit peu aborder avec toi dans cet épisode, c'est un petit peu le retour d'expérience que tu as pu tirer de cette expérience de coaching, parce qu'à la base, ton défi, ton pari, c'est est-ce que je peux amener quelqu'un à la ligne d'arrivée d'un marathon 6 mois après avoir commencé à l'accompagner alors qu'il n'est pas sportif du tout. On voit au cours de l'émission qu'il y a quand même des occurrences de blessures, qu'il y a aussi peut-être des moments où il y a des doutes, où il y a le mental qui flanche un petit peu. Alors comme tu l'as dit, il y a le contexte Covid qui change énormément de choses par rapport au plan initial. Mais toi, de ton expérience, est-ce que maintenant tu continues à affirmer haut et fort que 6 mois après avoir pris un non-sportif en charge, tu arrives à l'amener à la ligne d'arrivée du marathon, ou est-ce que tu rajouteras un petit mais? Et puis, est-ce que ça t'a appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses dans ton idéologie d'entraînement qui ont changé suite à cette expérience? Alors peut-être juste avant, Pierre, juste avant que tu répondes, je voudrais juste vraiment en quelques secondes que tu nous rappelles qui tu es. On a parlé de toi, comme nous disait Greg à la fin du dernier épisode, mais peut-être déjà ton background d'entraîneur, ton background de sportif, pour qu'on comprenne aussi que c'est pas quelqu'un qui dit comme ça du jour au lendemain, n'importe qui peut courir un marathon. Oui, alors, d'un point de vue sportif, je suis un ancien sportif de haut niveau en athlétisme dans le domaine du demi-fond. J'ai aussi, sur la deuxième partie de ma carrière, la dernière partie après avoir eu des blessures au tendon d'Achille versées sur les plus longues distances, j'ai quand même couru 1h05 au semi-marathon, 29 minutes au 10 km. J'ai eu une carrière aussi courte, mais au niveau mondial dans le duathlon. Ensuite de ça, j'ai été à la fois coach d'athlètes de très haut niveau, très vite, en l'occurrence Tesfaye Tichar, qui a gagné 7 fois le marathon de Lausanne, qui a couru en moins de 2h10, qui était à l'époque quelque chose de très fort au début des années 2000. J'ai entraîné Zene Betchtola, qui après de Mariam Jamal, qui, même si elle n'était plus avec moi, je l'ai mise sur la piste et elle est devenue championne olympique sur le tapis vert, puisqu'elle avait fini deuxième de la course derrière une Russe qui a été dopée. On parle de 2008 à Pékin, sur 1500 mètres. Donc j'avais une expérience du haut niveau. Et en 2009, j'ai racheté des magasins de sport très connus en Suisse romande, spécialisés dans le domaine de la course à pied, de l'analyse podologique, etc., les magasins du concept sport. Et à partir de là, je me suis mis aussi beaucoup à répondre aux demandes d'encadrement des coureurs populaires qui voulaient préparer un 10 km, un semi-marathon, un marathon, une course de montagne comme Sierzinal en Suisse, etc. Donc j'ai un peu élargi mon panel de compétences et d'activités dans le domaine de la course à pied. Et depuis 2015 aussi, parallèlement, j'ai monté un groupe de jeunes espoirs que j'ai commencé à prendre à l'âge de 13, 14, 15 ans, qui aujourd'hui en ont 17 à 18 et qui sont des athlètes de niveau national et international chez les jeunes, qui est un peu ma grande passion et mon grand dada actuel. Donc là aussi, c'est une forme différente d'approche. Voilà un peu mon background, on va dire, purement sportif, puisque je suis historien du sport et réalisateur, et que, pour la petite histoire, j'ai réalisé le film Free to Run, qui a eu un certain succès et écho à l'échelle internationale. Qui est magnifique et un très beau film d'ailleurs. Je t'en remercie pour ça. Voilà, donc oui, j'ai appris, bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses. Alors je m'exprime un peu là-dessus quand même dans les derniers épisodes de la série. La chose que je savais déjà, mais peut-être pas de manière aussi prégnante et aussi évidente, c'est que la course à pied dans le domaine des sports d'endurance ne ressemble à aucun autre sport. Alors bien sûr, en apparence, c'est le sport libre par excellence. On n'a besoin d'aucun matériel, si ce n'est d'une bonne paire de chaussures. On n'a besoin d'aucune infrastructure. Et encore, pour certains aujourd'hui, ça ne sert même plus à rien. C'est même déconseillé. Et on n'a pas besoin d'infrastructures comme une piscine ou des choses particulières. C'est un sport libre, mais c'est un faux ami aussi, puisque c'est parmi les sports d'endurance le sport le plus traumatisant qui existe. Avec ces ondes de choc qui correspondent à plusieurs fois le poids du corps à chaque foulée
en répercussion dans le squelette, dans les articulations, dans les muscles. Et ça fait de ce sport un sport particulièrement dur à aborder, surtout quand on est sédentaire. Et c'est ce qui a été une grande difficulté dans le cadre du marathon sans fin, du défi du marathon sans fin. Je pense que si on avait fait l'équivalent du défi, si j'ose dire, c'est-à-dire de sa grosseur pour un sédentaire en vélo, par exemple, si on avait été leur dire qu'après 6 mois, ils auraient pu faire une course de 400 km à vélo, je dis n'importe quoi, avec des cols au milieu, des dénivelés et tout. Je pense que ça aurait été moins difficile. Et que mes convictions auraient été plus faciles à rejoindre dans l'absolu. Parce que la course à pied, contrairement à tous les autres sports d'endurance, c'est un sport où il y a des chocs. Et les chocs, c'est quelque chose pour lesquels on n'est pas tous égaux. Et pour lesquels des pathologies sédentaires, mais des pathologies tout court, génèrent une vraie limite. Et on l'a vu avec Sandra dans la série, où finalement, on se rend compte qu'elle était capable de courir jusqu'à un certain point, mais qu'après, elle ne pouvait plus que marcher vite, quoi. Alors vite, même très vite quand même, parce que c'était une très très bonne marcheuse, mais c'était pas du tout pareil que de courir, même que de couroter, parce que là, elle sombrait tout de suite dans des blessures multiples, de par son surpoids, de par son passé sédentaire, etc., etc. Donc ça, c'était très très dur, et je dirais que ça me force à penser, peut-être aujourd'hui, que même si c'est possible, même si d'un point de vue physiologique, d'un point de vue d'amener un sédentaire à être en forme pour pouvoir parcourir 42 km et les terminer à son rythme, le pari est réussi. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très très bon pour tout le monde, et il y a des risques importants. Il y a des risques importants par rapport à ce qui est inhérent à la course à pied. On l'a vu, Tania a quitté la série en cours, même si ce n'était peut-être pas les seuls arguments, mais en particulier pour des problèmes de dos qu'elle n'aurait peut-être pas eu dans un autre sport. Donc, je pense que c'est possible, dans bien des cas, c'est théoriquement aussi possible et concrètement aussi possible, mais ce n'est pas forcément une bonne chose que de vouloir faire en partant de zéro un marathon après 6 mois. Je dirais que c'est le plus grand enseignement qu'on peut livrer, que je peux avoir pour moi-même. Je pense qu'il faut un petit peu plus de temps pour ça quand même. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, c'est peut-être que finalement, finir un marathon, c'est possible, mais courir un marathon de bout en bout, quand on n'a jamais couru, ça paraît un peu plus difficile. C'est juste, mais en même temps, très honnêtement, regardez un marathon, regardez New York, où finalement, New York à 5 heures, c'est-à-dire à 8 km/h de moyenne, tout petit peu plus. On est dans la première moitié du classement, c'est-à-dire qu'on est dans les 25 millièmes à peu près sur 50 000 coureurs en année normale, hors Covid. Est-ce que même à 5 heures, c'est-à-dire dans la première moitié de New York, il y a beaucoup de coureurs qui en 5 heures ne font que courir pendant toute la durée du marathon? Non. Il y a, à part pour les gens qui gèrent extrêmement bien, et dans ces zones-là, ils sont peu nombreux, il y a de toute façon beaucoup d'alternance de course et de marche dans un marathon à 8 km/h. Puisque finalement, jusqu'à 7, on peut considérer que c'est de la marche rapide, 6,5, 7. Donc si on fait une moyenne de 8, c'est très rarement en courant de bout en bout. Donc effectivement, au-delà, on est finishers du marathon, à 5h, 5h30, on n'est pas du tout ridicule, surtout aujourd'hui, entre guillemets, mais il est clair que ce marathon se fait en grande partie en marche. Après, c'est pas pareil de marcher en montagne ou dans un décor et de marcher sur 42 km rapidement avec des alternances de course sur du bitume. Pourquoi le marathon est si mythique? C'est pas simplement parce que la distance paraît incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est incroyable encore pour qui, à l'époque où on fait des trails, des ultra-trails, etc., et que des personnes très sédentaires s'y lancent aussi. C'est parce que la conjonction entre le bitume, la dimension de repère kilométrique,
etc., font qu'il y a effectivement une difficulté particulière à courir à plat sur des terrains durs pendant 42 km. C'est très dur. Finalement, c'est très dur. Et c'est peut-être plus dur que de faire des distances plus grandes dans des paysages ou sur des parcours plus vallonnés et moins contraignants, je dirais. Et moins peut-être monotone, avec des variations en termes de montée, descente, des variations de terrain, etc. Moi, j'avais une question un petit peu polémique, mais le temps va commencer à nous manquer. Mais peut-être rapidement, une question, parce que la ligne d'arrivée du marathon de New York, on le sait, elle est ouverte très longtemps. Il y a des gens qui peuvent être finishers du marathon de New York en 7 ou 8 heures. Est-ce que, pour toi, on peut se considérer comme marathonien quand on passe la ligne d'arrivée d'un marathon en 7h30 ? Oui, alors on n'a pas été si loin avec le marathon sans fin, bien sûr. Et on n'en était pas si loin. Hein. Je crois que Sandra a dû faire 6 heures et quelques en faisant que de la marche. Enfin, elle a couru sur la fin, mais elle a quasiment que marché parce qu'elle ne pouvait pas courir. Oui, on est un finisher du marathon et c'est justement parce que des personnes finissent en 7h30 et pas forcément en étant facile, hein, que ça donne l'espoir à d'autres de faire cette course. Mais en même temps, moi, je suis aussi assez provocateur et assez dur, parce que même à l'échelle du marathon, j'ai entendu Eric, que j'adore et qui est un gars incroyable, qui a été le meilleur des marathoniens de notre team, qui aurait peut-être pu courir en un peu moins de 6 heures, qui était tellement fier aussi avec l'environnement, il a été mis en valeur, etc., par cette série et tout, qui était tellement fier d'avoir fini, et qui a dit un peu spontanément et plein d'innocence et de pureté devant la caméra que s'il avait commencé plus tôt, qui sait, il aurait peut-être pu être un grand marathonien, un champion, entre guillemets, à son niveau. Non, non. C'est pas un exploit sportif de terminer un marathon en moins de 6 heures. Et il ne faut pas confondre le haut niveau et les athlètes qui courent en 2h30 ou moins et une personne qui le finit à 6 heures. Je suis un apôtre du haut niveau, de la compétition, etc. Même si j'adore le sport populaire et que je suis aussi à son service, à bien des égards. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et ça rejoint un petit peu ta remarque. Et moi-même, je peux me poser la question de savoir, on est un finisher du marathon, puisque pour finir un marathon officiel comme New York, même si on met 7h30, on l'a fini. Mais est-ce que ça a encore du sens en le faisant en 7h30, ce qui représente quoi ? Du 4 km/h peut-être ? Ouais, c'est de la marche, De la marche lente. Quand on sait qu'on marche à une allure, entre guillemets, sédentaire, pour aller d'un endroit à l'autre à 5 km/h, c'est encore plus long. Ouais, c'est ça. Après, c'est 42 km à la suite, et pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. Donc, elles ont leur mérite. Le temps va nous manquer, effectivement, mais peut-être rapidement, comment est-ce que, pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui ne pourraient pas voir la série, comment est-ce que vous avez orienté justement le coaching de ces personnes ? Est-ce qu'il y a eu toute une phase déjà d'acclimatation à la course à pied, je sais pas, avec des marches longues, avec des exercices spécifiques, avec beaucoup de PPG, et sur ces 6 mois, puisqu'à la base c'était prévu pour être 6 mois, vous vous étiez donné combien de temps sans véritablement courir, et à partir de quand on commence à courir et à partir de quand on commence à rallonger les distances ? Alors, il y a eu plusieurs aspects. Donc, l'aspect conditions physiques, PPG, effectivement, il a été intégré dès le départ à travers mon assistante, Ludivine Dufour, qui est une spécialiste de ça. Donc, ça paraissait essentiel. Après, moi, je suis partisan, je travaille beaucoup, même sur les athlètes de haut niveau, sur le seuil de métabolisation des graisses. Donc, il est clair que avant de courir, et c'est un des grands axes de la série au début, il faut apprendre à marcher et à marcher longtemps. Donc, il y a une très grande progression, puisque marcher, c'est moins de choc et c'est quand même beaucoup moins violent. Une très grande progression entre la marche pure, l'alternance de course et de marche, et l'intégration de plus en plus progressive de courses quasiment uniques, même si s'échauffer toujours en marchant, finalement, sur des distances de plus en plus longues. Après, il y a eu, à la fois pour la série, mais aussi par rapport à la volonté de mesurer leur progression et de leur permettre d'avoir un peu des balises dans leur longue route ou courte route vers les 42 km, il y a eu des étapes.
C'est-à-dire que la première étape, et c'est assez rigolo, et c'était une très très bonne idée finalement, c'était de leur dire, vous allez courir au moment où ils ont commencé, c'était de leur dire, dans 6 semaines, vous allez déjà courir un marathon. Tout le monde a dit, c'est pas possible, ça n'est pas possible. Les 5, vous allez faire un Aikidon, c'est-à-dire un marathon à vous 5. Et l'objectif, c'était de leur dire, voilà, vous allez courir autour de 5 heures à 5 après seulement 6 semaines d'entraînement en tant que sédentaire. Vous vous rendez compte? Et vous êtes capable, je pense, d'être proche des 5 heures. Et 5 heures, c'est la première moitié du marathon de New York. Waouh, tu penses, etc. Et ils ont fait cet Aikidon après 6 semaines. Et ils ont tous couru entre 5 et 10 km. Et ils ont couru en 5h08. Ce qui était incroyable. Et après, ils ont fait un 10 kg. Après, ils ont fait un semi-marathon. Ils ont fait une sortie des 30 kg. Et aux 30 kg, on était, je crois, 2 semaines ou 3 semaines avant le jour J. Et enfin, surtout au 25 kg ou au semi-marathon, à peu près un mois et demi avant le jour J, ils ont dit on ne va jamais arriver à faire le double. Aux 30 kg, ça allait déjà un peu mieux, mais leur dire il reste 12 km, je ne sais pas comment ça va être fait, sachant comme c'est dur déjà de faire 30 kg. Et aux 42, ils y sont tous arrivés. Après, il y a aussi une question de mental qui rentre en ligne de compte sur le marathon et on le sait. Hein. Pierre, on discuterait encore pendant des heures avec toi parce que c'est toujours un plaisir de parler de sport, de marathon et en l'occurrence là de débriefer sur cette émission Marathon sans fin. Malheureusement, tu es très occupé et ton temps est précieux et on va devoir conclure cet épisode. Si tu devais retenir un truc de Marathon sans fin, qu'est-ce que ce serait ? Si je devais retenir un truc de Marathon sans fin, ce serait qu'aujourd'hui, tous les participants continuent de courir. Ouais, ça, c'est peut-être la plus belle victoire. Ah ouais, et ça, c'est génial, parce que finalement, on a réussi à faire dépasser la sédentarité à des purs sédentaires. Donc, ce côté addictif, un terme quelque part négatif, péjoratif, de la course à pied ou du sport en général, il a agi sur eux, mais positivement. Quand on voit Sacha aujourd'hui, c'est extraordinaire. Lui qui est malade de la sclérose en plaques, il court, il veut même faire le marathon des sables l'année prochaine. Vous vous rendez compte ? Il a fait le trail de la vallée de Joux, 36 km. Eric et lui, l'année prochaine, ils auraient dû y aller cette année, mais ça n'a pas pu être possible parce que les étrangers n'avaient toujours pas le droit d'aller sur le sol américain, mais ils feront New York. Sandra, elle fait du walking, mais elle fait du walking sur des distances très très importantes. Mélanie, elle ne veut plus mettre de dossard, mais elle court régulièrement, elle a beaucoup de plaisir à le faire, ça a changé sa vie. Donc ça, ce que je retiendrai, c'est ce miracle du sport, de la course à pied, dans cette ouverture que peut avoir le public le plus large et le plus sédentaire aujourd'hui à ce sport, qui est quelque chose d'invraisemblable par rapport à la situation telle qu'on a pu la voir ou la décrire dans Free to Run il y a encore peut-être 25, 30, 40 ans au plus. Ouais, se dire qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de fouler le sol d'un marathon, et ça, tu l'as très bien rappelé dans ton documentaire, c'est exceptionnel. Peut-être pour conclure, justement, si on n'est pas suisse, où est-ce qu'on peut retrouver ce documentaire, cette série, si elle est diffusée en dehors de Suisse ? Alors, je sais qu'actuellement, elle est diffusée sur TV5 Monde, donc je ne sais pas s'il y a une plateforme de replay de TV5 Monde, c'est à vous de voir. Autrement, franchement, et bon, je pense que la série en vaut la peine, elle a eu ses adeptes. Le mieux, c'est d'acheter une connexion VPN. Ça coûte 10 francs pour un mois, parce que je crois qu'on ne peut pas faire moins. Et puis du coup, avec une connexion VPN, vous pouvez vous géolocaliser comme si vous étiez en Suisse. Vous allez ensuite sur le site de replay de la télévision suisse romande qui s'appelle Play RTS. Et là, vous cherchez le Marathon sans fin et vous pouvez voir les 5 épisodes de 45 minutes de la série sans aucun problème, échelonné même sur votre mois d'abonnement VPN. Écoute Pierre, c'était un véritable plaisir de t'avoir dans cet épisode. On aurait discuté encore pendant des heures avec toi, mais malheureusement ton temps est précieux et tu as d'autres rendez-vous à honorer maintenant. Juste encore pour préciser que Pierre Morat, on te retrouve dans les magasins New Concept Sport à Genève, donc c'est le magasin de Carouge, et puis sur Lausanne, c'est le magasin d'Epalinges pour toutes les coureuses et tous les coureurs de la région qui cherchent une paire
paire de chaussures, vous aurez une analyse et un conseil professionnel dans ces magasins-là. Et puis, on te retrouve très probablement pour d'autres projets cinématographiques parce que en plus d'être un sportif et un coach accompli, tu es un historien du sport qui est aussi un réalisateur de séries et de documentaires, entre autres pour la télévision romande. Et donc, ce sera avec un grand plaisir qu'on retrouvera tes futures productions. Merci Pierre, donc merci Hermano d'avoir co-animé cet épisode. Il était trop court à mon goût malheureusement, mais voilà, merci en tout cas à Pierre d'avoir déjà pu nous accorder cette grosse demi-heure pour débriefer du marathon sans fin. Avec plaisir. Super, merci à tous les deux. Et puis effectivement, comme on l'a dit, on remettra un petit peu les détails dans les notes de l'épisode sur comment aller regarder cette série. Et puis on remettra les liens même des différents épisodes en replay. Une fois que vous aurez installé votre VPN, si vous n'êtes pas en Suisse, vous pourrez cliquer directement sur les liens pour aller regarder tout ça. Merci Greg, bonne continuation. Et puis longue vie à notre saison 4 du podcast de Nakan qui commence à peine. Ouais, là c'est parti, tu vois, sur les chapeaux de roue. On se réjouit de diffuser, d'enregistrer les prochains épisodes. Et puis on rappelle que les auditeurs, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous envoyer leurs commentaires, leurs questions, parce que ils l'ont déjà entendu probablement la semaine passée. Il y a des petites capsules qu'on enregistre au fil de l'eau pour compléter les épisodes plus complets qu'on continue à diffuser toutes les 2 semaines. Mais on essaye de répondre à 1 ou 2 questions dans une petite capsule chaque semaine pour alimenter un petit peu ce podcast et puis être un petit peu plus interactif. Donc on compte aussi sur nos auditeurs pour amener cette interactivité en posant les questions, en laissant des messages et puis nous on y répond dans la mesure de nos capacités, mais avec grand plaisir. Merci pour votre passion communicative, l'équipe. À bientôt. Bonne soirée, bonne fin de journée et puis à la semaine prochaine pour une petite capsule. Oui, et puis à dans 2 semaines pour un épisode complet avec un invité.